Messieurs, dames, bonjour. Merci pour votre présence et merci à l'IFEC de nous donner cette opportunité de venir présenter un sujet, le sujet sans doute pas forcément le plus passionnant, mais un sujet qui nécessite malgré tout d'avoir une vraie connaissance, une vraie expertise. L'objectif pendant cette grosse demi-heure, ça va être non pas de faire de vous des experts dans le sujet de la protection sociale, mais plutôt de vous permettre d'avoir des éléments de culture suffisants pour vous permettre de réaliser de manière qualitative votre mission et par là même aussi d'en savoir plus tout simplement que la plupart de vos clients, ce qui vous permettra effectivement de pouvoir asseoir la qualité du conseil que vous pouvez délivrer. Le premier point que je voulais vous donner, c'est vous expliquer déjà de quoi on parle et de son origine. Donc, je commence avec un bateau. Alors, ça peut sembler un petit peu surprenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de protection sociale est arrivé avec Colbert. Alors, pourquoi Colbert? Eh bien, puisque la France avait un retard au niveau de la partie commerciale et il a fallu aussi développer la marine. Or, les Français refusaient en grande majorité de prendre la mer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un aléa très significatif, tout simplement sur la vie des uns et des autres. Et pour prendre la mer, il fallait payer. Il fallait payer des sommes relativement importantes et qui étaient trop coûteuses pour la marine navale, la marine royale. Donc l'objectif, ça a été quoi? Ça a été de trouver une solution et on a trouvé une solution, une proposition qui a été de mettre en place des systèmes de retraite. Donc les marins, passé un certain âge, avaient la garantie du royaume de fournir d'obtenir un revenu complémentaire qui leur permettrait de vivre décemment une fois qu'ils auront été des bons marins et qu'ils auront bien servi la couronne. Donc tout l'objectif derrière de ce qu'on va présenter, en fait, c'est un système qui est un système incitatif pour les collaborateurs. Et généralement, c'est une invitation de l'État de mettre en place des choses dans le domaine du privé et de manière moins coûteuse afin que l'ensemble des collaborateurs puissent agir dans le sens souhaité de l'État. Donc, définissons aussi ce qu'est la protection sociale. La protection sociale, c'est directement lié évidemment à la question de la sécurité sociale. Ce qui vous intéresse, vous, c'est deux régimes en particulier, le régime agricole et le régime général. Pour information, ces deux régimes sont appelés à fusionner euh, assez prochainement. Et donc derrière, vous le savez, il y a la branche famille, la branche retraite, la branche recouvrement, l'assurance maladie et des risques professionnels. Et donc là, ce qui va nous intéresser d'une manière générale, c'est les questions de remboursement de complémentaires santé, les parties liées à la prévoyance, donc arrêt de travail, invalidité, décès, mais on va aussi voir qu'on commence à attaquer la problématique de l'épargne et de la retraite. Donc concrètement, au niveau de la prévoyance collective, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 70% des salariés du privé qui sont couverts par des accords de branche. Par ailleurs, tous les cadres depuis 1947, il y a une obligation, ce qu'on appelle le 1,5% TA. Le 1,5% TA, vous le savez, c'est plus de 50%, donc 0,75 plus quelque chose, doit couvrir en garantie d'essai et le reste peut être en tout ce qui est en prévoyance, arrêt de travail, invalidité. Et depuis peu, avec une évolution liée à la jurisprudence, il y a une possibilité de prendre une partie dans le cadre de la complémentaire santé collective. Ensuite, vous avez justement la complémentaire santé collective. Vous voyez, 1947, la prévoyance collective, la complémentaire santé collective, on est au 1er janvier 2016. Et donc là, il y a une obligation de mettre en place la complémentaire santé au bénéfice des salariés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une obligation vis-à-vis des entreprises et il y a aussi une obligation vis-à-vis des salariés. Les salariés peuvent, dans certains cas définis, ne pas adhérer à la garantie collective. Il en demeure pas moins que même si aucun salarié n'adhère, l'entreprise doit souscrire une garantie
et est en capacité de pouvoir fournir cette information. Et ensuite, on voit apparaître depuis le 1er janvier l'obligation faite aux entreprises de mettre au bénéfice, enfin, dès lors qu'il y a plus de 10 salariés qui sont profitables depuis plus de 3 ans. Alors, il y a d'autres critères aussi, mais j'ai souhaité rester simple. Et c'est de mettre en place un système de partage de la valeur. Pourquoi je le précise sur ces éléments-là? Parce que plus ça va, plus ça pousse sur des solutions de plan d'épargne retraite collective et plan d'épargne entreprise, puisque là, aujourd'hui, on fonctionne encore avec des décisions unilatérales pour la plupart des cas, mais au fur et à mesure, ce qui est incité à faire, c'est de mettre en place ce type de support. Je fais un petit rappel sur un élément que vous connaissez forcément, mais je pense qu'il est absolument indispensable pour la suite du déroulé que cet élément-là soit bien figé dans notre esprit. La hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que chaque norme est plus importante que la suivante et que donc, en conséquence de quoi, les suivantes doivent respecter la norme numéro 1, etc. Donc, au niveau de la Constitution, c'est elle qui définit effectivement l'ensemble des règles qui est nécessaire à appliquer dans le cadre de l'État. Donc, derrière, les lois et décrets vont devoir respecter forcément les éléments liés à la Constitution. C'est-à-dire que dans notre cas de figure, il faudra que les lois et les décrets soient plus favorables que ce qui peut être prévu par la Constitution. Derrière, vous avez les conventions collectives. Les conventions collectives devront donc systématiquement respecter les lois et les décrets. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, vous pouvez avoir des accords d'entreprise, des référendums et des décisions unilatérales de l'employeur qui doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conventions collectives. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent, vous allez vous référer aux actes qui ont été mis en place dans l'entreprise ou alors aux conventions collectives et on voit que ce qui bouge le plus, c'est souvent les lois et les décrets. Et donc, en conséquence de quoi, si jamais la loi ou le décret est plus favorable que ce qui a été prévu dans l'entreprise ou dans la convention collective, il en va de votre expertise, effectivement, d'avoir une veille juridique permanente pour être en capacité de dire oui, mais la convention collective dit ça, cependant, c'est moins favorable que la loi ou le décret, et donc, en conséquence de quoi, je n'applique pas la convention collective, j'applique la loi. La DUE a prévu tel élément, monsieur, votre DUE n'est plus à jour, il va falloir la remettre à jour pour la mettre en conformité par rapport à ce qui a été prévu dans telle loi. Donc au niveau de la réglementation, ce qu'on va regarder, alors ça, je suis sur des critères extrêmement simples. On va un peu dans une logique Pareto, hein. Je pourrais aller beaucoup plus dans le détail, mais j'ai peur un petit peu de vous perdre, donc je vais rester sur les critères du 20-80 et essayer d'être le plus efficace possible. Les questions qui se posent, c'est est-ce que la convention collective prévoit un accord? Si c'est le cas, est-ce que l'accord est étendu? C'est-à-dire, est-ce que le journal, le ministère du Travail a considéré qu'il était suffisamment important pour le publier dans le journal officiel? Et ensuite, dernier point et non des moindres, si ce n'est pas le cas, est-ce que l'entreprise doit appliquer malgré tout l'accord? Eh bien, il y a dans un certain nombre de cas, par exemple, on pourrait imaginer que dans la convention collective des experts comptables, l'IFEC décide de s'entendre avec un certain nombre de salariés, enfin des représentants du personnel du salarié, pour définir derrière des garanties avec des conditions plus favorables, des garanties que négociées. Et si c'était le cas, eh bien, en tant que membre de l'IFEC, eh bien, vous auriez l'obligation de souscrire à une garantie qui respecte l'ensemble de ce qui a été négocié à minima. Vous pouvez aller au-delà, mais vous ne pouvez pas faire en dessous. Donc, pour revenir simplement sur ce point-là, ça veut dire que vous, effectivement, dans votre quotidien, eh bien, quand un chef d'entreprise vient vous voir et puis a mis en place un certain nombre de choses, bah, ces questions, il va falloir se les poser. Effectivement, est-ce que la garantie, elle respecte, est-ce qu'il y a un accord au niveau de la convention collective? Est-ce que cet accord, l'entreprise doit nécessairement le respecter? Et si elle ne doit pas le respecter, quelle est la situation de l'entreprise? Est-ce qu'elle est adhérente elle-même à un syndicat professionnel? Au niveau de la spécificité du contrat, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un contrat qui est tripartite, voire même au-delà, puisque vous avez l'entreprise qui souscrit avec un assureur
et par ailleurs, elle souscrit à cette garantie pour un salarié, pour plusieurs salariés. Et c'est mis en place avec le soutien de l'État, ce qui, évidemment, comme je le disais tout à l'heure avec mon histoire de bateau, a des avantages, hein, c'est une incitation de l'État, mais si il y a un élément incitatif, évidemment, il y a toute une partie de contrôle pour éviter que le cadre dans lequel l'État a facilité la mise en place de ce type de garantie soit effectivement respecté. Donc, ça nous conduit à des problématiques et à des sujets comme la conformité. Et donc, la conformité, pour faire très simple, là encore, on pourrait aller un peu plus dans le détail, mais j'ai choisi de retenir deux principes essentiels, qui sont le principe de solidarité et le principe de responsabilité. Donc, le principe de solidarité, c'est le caractère obligatoire des garanties. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque une garantie collective est mise en place, elle doit s'appliquer à l'ensemble du personnel. Alors évidemment, premier cas particulier, c'est que derrière, quand je dis l'ensemble du personnel, en fait, il y a des catégories objectives qui existent. Et ces catégories objectives, il y a encore peu de temps, on pouvait faire des choses un petit peu particulières en fonction des conventions collectives. On pouvait faire des catégories liées, par exemple, à la tranche de rémunération, à certains niveaux de responsabilité ou des choses comme ça. Aujourd'hui, pour faire très simple, avec l'intervention, avec la fusion de l'ARGIRC et de l'ARCO, vous avez soit vous faites des garanties pour l'ensemble du personnel, soit vous faites des garanties avec la nouvelle définition de ce qu'est un collège cadre, puisqu'avant souvent on s'appuyait sur l'AGIRC. Et donc il y a une définition de l'URSSAF qui définit ce qu'est un cadre et ce qui est un non-cadre. Et donc vous avez soit une catégorie ensemble du personnel, soit vous faites cet élément de distinction entre les cadres et les non-cadres. Au niveau du principe de responsabilité, on est surtout sur un sujet lié à la complémentaire santé collective. Donc là-dessus, vous voyez qu'effectivement, il y a toute une série de points qui sont à contrôler pour vérifier qu'on est bien sur un contrat responsable. Et quelle est l'incidence d'un contrat responsable? Eh bien, tout simplement, si vous n'êtes pas sur un contrat responsable, eh bien, il y a une fiscalité supplémentaire qui s'applique et il y a aussi une problématique liée à l'exonération des cotisations sociales sur ce type de contrat. Donc, en théorie, on est censé avoir cette information pour notamment réaliser les bulletins de paye derrière. Donc, comment on peut vérifier qu'un contrat est responsable? Vous voyez que le législateur a fait quelque chose de simple, puisqu'il y a déjà 6 critères. Et donc, par exemple, la loi Fillon, donc je vous ai cité juste le parcours de soins, mais en fait, il y a d'autres éléments aussi à vérifier. La question de la franchise médicale. La franchise médicale, on en parle actuellement. Par exemple, vous avez sans doute entendu que les médicaments, eh bien, il y allait avoir un niveau de remboursement, de déremboursement plus important à prendre en charge. Vous savez, c'est quand vous allez voir votre médecin généraliste, eh bien, sur la consultation, il y a 1 euro qui reste à charge. Eh bien, il faut que dans les conditions générales du contrat, il soit prévu qu'il n'y ait pas de remboursement de cette franchise médicale. Par ailleurs, la complémentaire santé ne doit pas prévoir de questionnaire santé pour qu'on puisse y adhérer. Et il y a des garanties minimum qui doivent être qui ont été définies par le décret et qui peuvent évoluer d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a aussi des plafonds de remboursement. Exemple, le type du plafond de remboursement, pour ceux qui portent des lunettes, vous le savez sans doute, il y avait les montures de lunettes qui étaient remboursées jusqu'à 150 euros. Aujourd'hui, ça a été diminué à 100 euros. Et donc là, effectivement, ces modifications ont été réalisées par des décrets d'application. Dernier point et non des moindres, c'est la question du 100% santé qui doit nécessairement apparaître dans les garanties collectives. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle le marché libre et le marché réglementé permettant une couverture complète. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir que vous, expert comptable, vous puissiez vérifier lorsque vous allez établir derrière la paye de l'ensemble des salariés que vous avez directement en gestion. Donc, les éléments à vérifier, évidemment, ça va être est-ce que le contrat respecte les obligations de l'éventuelle convention collective? Et on a vu que ça peut ne pas suffire, hein, puisque derrière la loi ou le décret peut venir dire que la convention collective, finalement, elle est moins disante et donc il faudra revenir sur la loi, le décret. Et les autres points, on a vu aussi, c'est la question du contrat solidaire. Est-ce que c'est un contrat réellement solidaire? Par ailleurs, ça, c'est pour la partie contrat, c'est-à-dire entre le lien entre l'entreprise
et l'assureur. Il y a aussi toutes les informations qui sont entre l'entreprise et ses collaborateurs, et donc il va falloir vérifier quid de l'accord d'entreprise, des référendums et des décisions unilatérales. Les questions qu'on va rechercher, c'est qui est couvert et comment. Les modalités de participation de l'entreprise, quelle est la prise en charge? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 100%? Donc 50%, évidemment, c'est le minimum prévu par la loi pour ce qui est de la complémentaire santé, mais par exemple sur la prévoyance, vous pouvez avoir des taux moins importants et certaines conventions collectives au niveau de la complémentaire santé prévoient 60-70%. Pareil pour ce qui est des ayants droit, par exemple sur la convention collective Syntec, il y a une obligation de couvrir les enfants. Voilà. Ça, il faut s'assurer qu'effectivement, on est bien dans ce cadre-là. L'autre obligation qui est liée à la loi Covid, c'est la question de la suspension des contrats de travail. Puisque la plupart des décisions unilatérales qu'on a pu vérifier n'avaient pas intégré cette nouvelle mention. Et donc là, le législateur a imposé que la mutuelle et la prévoyance fonctionnent dans ce cadre-là. Et dernier point, et non des moindres, ce qu'on a pu observer et qui est un vrai sujet pour les cabinets d'expertise comptable avec qui on travaille, c'est de pouvoir s'assurer de la bonne connaissance de l'ensemble des collaborateurs. Typiquement, beaucoup de cabinets sont en difficulté pour être certains que l'ensemble du personnel, typiquement, soit assuré, couvert par la prévoyance de l'entreprise. Est-ce que effectivement l'entreprise a fait les démarches nécessaires pour informer ses collaborateurs de la prévoyance, a fait signer les bulletins d'adhésion pour qu'ils soient réellement couverts en cas d'accident? Eh ben, malheureusement, la plupart du temps, la réponse c'est non. Donc le retour d'expérience, c'est que effectivement, quand on regarde l'ensemble de ces sujets, et encore, j'ai cherché à être extrêmement simple, c'est de dire que le sujet de la protection sociale, c'est particulièrement complexe quand même. Euh, c'est un élément qui est chronophage pour le cabinet d'expertise comptable. Et derrière, vous avez un sujet qui est lié à votre devoir de conseil. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous allez tamponner l'ensemble des documents, eh bien, on va les considérer comme vrais. Et donc, il faut avoir ce minimum de connaissances sur l'ensemble de ces sujets. D'autant plus que pour le client, vous l'avez tous entendu, ces sujets-là, ils considèrent que c'est de votre ressort, alors qu'effectivement, la plupart du temps, bah, vous considérez que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le temps nécessaire pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces opérations. Par ailleurs, ce qui est aussi constaté, c'est que ce sont des tâches particulièrement chronophages et sur lesquelles il y a une faible valeur ajoutée. Donc là, l'idée sur laquelle travaille Baza, ça va être effectivement d'apporter des réponses sur l'ensemble de ces sujets pour pouvoir automatiser ces tâches et apporter une réponse aux besoins de votre client. Et par ailleurs, autre point qui est un peu l'effet qui se coule, si vous me permettez l'expression, c'est qu'on a vu aussi sur l'ensemble de ces sujets des coûts qui explosent actuellement, même au-delà de l'inflation. Et donc ça a un impact négatif aussi bien sur la trésorerie de l'entreprise, évidemment, mais aussi sur la rémunération de l'ensemble des collaborateurs. Et donc là, on va être en capacité d'apporter un benchmark de l'ensemble des acteurs sur le marché pour optimiser les coûts si l'entreprise le souhaite. Donc, notre solution derrière pour vous accompagner et pour répondre à l'ensemble des problématiques qu'on a abordées juste avant, c'est déjà de faire un état des lieux sous la forme d'un rapport de conformité qui vous permettra derrière de collecter l'ensemble des informations auprès de vos clients, parce que bien souvent, ces informations, vous ne les avez pas. Nous, on ira les chercher, on ira les collecter pour vous et on les laissera à votre disposition. Et en plus, on réalisera derrière ce rapport de conformité, vous demandez si c'est conforme, non conforme ou conforme et optimisable. Autre point derrière, une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait? On est en capacité de mettre en conformité l'ensemble des contrats et donc et notamment aussi rédiger pour vous les décisions unilatérales de l'employeur. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on dit rédiger pour vous, c'est-à-dire qu'on va assumer la responsabilité de la rédaction de ces actes-là, et s'il y a des défauts de conformité ou il y a des problématiques X ou Y, nous sommes responsables derrière pour vous, pour le compte de l'expert comptable, de ce que nous avons écrit auprès des entreprises. Autre point aussi important, c'est qu'on va vendre cette prestation au tarif que le cabinet décidera.
en faisant signer une lettre de mission. Avant-dernier point, on fera la partie comparaison de l'ensemble des contrats, comme je disais, puisqu'il y a une partie d'optimisation. Pourquoi on le fait? Simplement parce que c'est pour une partie de vos clients, c'est un élément qui va les inciter effectivement à réaliser cette partie conformité, puisqu'ils verront aussi un gain, une partie d'économie qu'ils pourront réaliser. Et le dernier point, c'est l'accompagnement et la sécurisation de l'ensemble des contrats. Comment ça se présente? Ça se présente sous la forme d'une plateforme qui, parce qu'on a développé toute une série d'outils d'intelligence artificielle, va nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et permettre à nos experts d'être beaucoup plus efficaces dans l'analyse des documents et la rédaction des différents rapports. Ce qui est important de noter, c'est que, et ce qui nous a été indiqué d'ailleurs par un certain nombre de vos confrères, eh bien, c'est que concrètement, on va réaliser 99% des tâches. Donc, effectivement, vous aurez encore un élément de contrôle, de surveillance, d'avis à nous donner. L'idée, c'est pas vous déresponsabiliser totalement de la tâche, mais l'ensemble du travail va être fait par le cabinet. Comment ça fonctionne? On fonctionne avec un système de facturation minimum à hauteur de 1 500 € hors taxes et par an, avec un abonnement de 50 € hors taxes par dossier. Donc concrètement, la mise en place de la solution, on prend de fait une trentaine d'entreprises qu'on va, qu'on va auditer. Si vous avez plus d'entreprises, ça sera 50 € au-delà. Et pour la réalisation de la DUE et du suivi des cas dérogatoires, j'en ai à peine parlé, mais sachez qu'on suit dans le temps l'ensemble des cas dérogatoires et donc on ira chercher les documents au fur et à mesure qui deviendront caducs pour que derrière vous soyez parfaitement conforme, eh bien, cette prestation est facturée une seule fois à hauteur de 120 € hors taxe. Et derrière, vous avez toute la partie conseil qui, elle, est sans coût supplémentaire, aussi bien pour le cabinet d'expertise comptable que pour le client final. Au niveau de l'équipe, pour qu'on vous délivre ce genre de solution, sachez qu'on est une jeune entreprise innovante, on est 12 collaborateurs. Moi-même, qui suis un ancien agent général d'assurance, j'ai travaillé aussi dans un grand groupe mutualiste, j'ai pu participer à des COMEX, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à la création de cette entreprise, puisque j'ai pu voir un peu le hiatus qu'il pouvait y avoir entre la vie d'une boucherie, d'une pâtisserie, d'une entreprise dans la métallurgie, et puis ce qui se décide effectivement dans ces grands groupes mutualistes. Et ce qui nous a conduit effectivement à la volonté de construire une solution de sécurisation, d'automatisation et d'améliorer aussi la perception de la qualité reçue derrière pour l'ensemble des clients. Je suis accompagné dans cette aventure par Pierre. Pierre qui est l'ancien DG des AGF Bank et l'ancien vice-président d'Intermutuel Assistance. Et on a une équipe de chercheurs avec Zacharia et Noémie. Zacharia qui travaille, lui, sur l'ensemble des outils d'automatisation avec donc toute une base d'intelligence artificielle très forte. Et donc Noémie qui, elle, travaille sur la partie expérience utilisateur. On l'a dit tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est que les gens puissent accéder à l'ensemble de ces garanties de manière simple, efficace et même intuitive. Dernier point et non des moindres, je sais qu'un certain nombre de vos confrères ont eu des difficultés ces derniers temps, notamment au mois de décembre, sur des problématiques de hacking, des choses comme ça. Bah, sachez que dans notre équipe, nous avons d'ores et déjà un DevOps. Donc le DevOps, c'est quelqu'un qui est chargé effectivement de toute la partie sécurité du traitement des informations. Et donc ces éléments-là sont pris en compte et développés au premier ressort. Par ailleurs, dernier point et non des moindres, on a des partenariats de recherche et développement avec deux laboratoires, à savoir Reims et Pau. Je vous remercie pour votre équipe, donc les différents interlocuteurs, si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter. Donc c'est Frédéric et moi-même. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des sujets qui voudraient avoir des informations complémentaires?
Parfait. Donc, voilà, je vous remercie, Anne. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. L'idée était effectivement de faire quelque chose d'assez pédagogique. Je ne suis pas forcément entré dans le détail de tout ce qui pouvait être dit, mais l'idée c'était de faire en une demi-heure quelque chose à la fois de concis et d'utile pour que vous ayez un niveau d'expertise qui soit suffisant pour pouvoir répondre au premier niveau de questions que vous allez rencontrer au quotidien avec l'ensemble de vos clients. Eh bien, messieurs, dames, si vous n'avez pas de questions particulières, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous libérer. Alors, je regarde, accéder au panneau de questions. Dans l'analyse, ah si, alors j'ai des questions. Dans l'analyse comparative, lorsqu'un contrat serait comment procédez-vous? Alors là, l'idée, c'est que il y a différentes méthodologies, mais là, celle que nous, on privilégie est la suivante, c'est de transmettre donc cet élément comparatif directement à l'expert comptable et ensuite, une fois qu'on a votre validation, on l'envoie au client avec l'étude de conformité et on indique là-dessus l'ensemble des acteurs qui sont les mieux disants. Donc typiquement, admettons, on voit que AXA est en capacité d'adresser ce sujet de manière efficace, et bien de deux choses l'une. Soit votre client a un agent général en qui il a confiance, etc. Et puis dans ce cas-là, il peut aller voir AXA et donc traiter directement auprès de lui, soit il n'a pas de solution derrière. Et à ce moment-là, on est en capacité, nous on a une seconde structure qui est une structure de courtage, on est en capacité d'apporter des réponses derrière et donc d'accompagner le client s'il le souhaite. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Eric? Alors, en fait, l'idée, c'est que dans un premier temps, c'est votre client. Donc, euh, donc, en conséquence de quoi, nous, on intervient que si et seulement si il y a une demande du client, une fois qu'on a votre validation. Euh, En conséquence de quoi, effectivement, s'il y a un besoin et que le besoin exprimé du client, c'est aidez-moi effectivement à mettre en conformité sur le contrat l'intervention, eh bien à ce moment-là, on interviendra effectivement. Mais dans un premier temps, soyons très clairs, nous, on est un prestataire de service, on est un cabinet de conseil quelque part. Et donc, notre lien contractuel est avec vous, il n'est pas avec le client TPE-PME. Euh, Concernant la question d'Annabelle, sur le fait de pouvoir vous accompagner sur des plus petits montants de dossiers, etc., on est en train effectivement de réfléchir avec les jeunes cabinets qui sont dans cette situation-là. Donc, ce que je vous propose, Annabelle, c'est éventuellement qu'on en discute en off. À partir de ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une solution qui vous corresponde. Là, ce qu'on donne, c'est la solution entre guillemets standard qu'on présente pour tout à chacun. Savoir que pour nous, effectivement, il y a un coût de mise en place derrière, mais on a conscience effectivement qu'il y a un certain nombre de cabinets qui démarrent, qui développent, commencent à développer cette activité, et donc pour eux, ça peut être une dépense au-delà de ce qu'ils peuvent réaliser. Donc là, dans ce cas de figure, on étudiera ensemble et donc n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher de nous. Léonard, la dernière slide de contact. Oui, alors je vais essayer de vous la repartager. Je vous demande un tout petit instant. Euh, euh, alors, je m'excuse, j'essaie de manipuler à peu près correctement l'outil. Est-ce que vous voyez l'écran? Personne ne peut voir votre écran. Hop, voilà. Donc là, je pense que vous voyez effectivement cette dernière slide. Euh, la lettre de mission est-elle signée entre Vasa et le cabinet d'expertise comptable ou entre Vasa et le client, j'imagine. Donc en fait, l'idée, c'est que
Pour ce qui est de la lettre de mission, comme il s'agit de la rédaction des décisions unilatérales et de l'accompagnement derrière, en fait, c'est entre le cabinet d'expertise comptable et votre client. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va vendre cette opération sur le prix et sur les conditions que vous aurez définies. Et une fois qu'on aura fait cette opération, on va le faire en signature numérique et on exécutera derrière la mission qui nous a été, qui vous a été donnée pour le compte du cabinet d'expertise comptable. Donc concrètement, c'est votre lettre de mission qu'on fait signer au client pour réaliser la partie décision unilatérale. Euh, Prenez-vous en compte les spécificités des DOM-TOM? J'imagine que c'est ça, je suis pas sûr. Donc la réponse, effectivement, on a déjà des contrats avec la Guadeloupe et la Réunion. Oui, effectivement, on est en capacité de vous apporter ces éléments de conseil, si c'est bien la question que vous me posiez, Annabelle. Euh, Pouvez-vous revenir sur le seuil d'intervention? 1500 euros hors taxe correspond aux cotisations payées par l'employeur pour le contrat d'assurance? Non. Les 1500 euros hors taxe, en fait, c'est pour la prestation qu'on réalise pour le compte des cabinets d'expertise comptable. Donc, je vais revenir derrière pour vous montrer la proposition, le modèle standard. Donc, l'idée, c'est que on fonctionne avec un système d'abonnement. C'est une prestation de service qui est délivrée auprès des experts comptables pour réaliser l'ensemble de cette partie veille et de conformité sur l'ensemble des sujets de protection sociale de vos clients TPE, PME. Ces 1500 euros hors taxes correspondent concrètement à un abonnement pour une trentaine d'entreprises et au-delà, c'est 50 euros hors taxes supplémentaires. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu aux questions qui m'ont été posées? Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, je suis à vous. Et puis sinon, alors, parfait, bah, super. Eh bien, merci à tous pour votre écoute attentive. Je reste donc à votre disposition, moi et Frédéric, comme pour vous donner les informations qui vont bien. Donc, vous avez effectivement là derrière nos coordonnées téléphoniques, notre contact LinkedIn, notre adresse email. Et donc, on se fera fort de vous apporter les questions, les réponses aux questions que vous pourriez avoir encore ou vous accompagner, si vous le souhaitez, sur l'ensemble des sujets. Merci à tous et puis donc excellent appétit à tous.